Plateau consacré au décryptage de l'actualité électorale ici au Bénin avec mes deux invités toujours en plateau. Franck Kenevor, expert en décentralisation, spécialiste de la communication politique. Merci de rester. Merci. Et puis en face de vous, Joël Lataï Guédegbe, membre de la plateforme électorale des OSC du Bénin, expert en gouvernance. Merci également à vous. C'est un plaisir. Nous allons cette fois-ci parler des performances électorales proclamées par la CNIA à quelques jours. On le sait donc désormais, avec plus de 86% des suffrages exprimés, le duo Talon-Talata est le duo potentiellement qui siégera dans le fauteuil de la Marina. Franck Kenevor, quelle analyse faites-vous de ce score politique? Merci. Je pense que le premier niveau d'analyse, c'est de reconnaître quand même que ce n'est pas un score fleuve, simplement parce que dès qu'il y a des oppositions, dès qu'il y a clivage, les partisans du président sortant étaient les plus nombreux à aller voter. Donc, c'est normal que le président Talon se retrouve avec un score, un chaos aussi élevé et impressionnant. Je pense que c'est plutôt le score de la FCBE qui, moi, me surprend, en ce sens que, effectivement, la réforme du système partisan n'est pas allée à son terme. Et c'est ça qui explique d'ailleurs l'exclusion d'une partie des forces de l'opposition. Et donc, l'idéal aurait été que les trois duos puissent faire campagne de la manière dont le duo Talon-Talata a pu faire campagne du nord au sud, de l'est à l'est, avec des meetings bien organisés. J'aurais aimé. Et je pense que FCBE aurait pu faire également campagne de la sorte, parce que FCBE est un parti financé par l'État. C'est un parti qui a des maires, qui a quand même un personnel qui pouvait faire ce travail-là. Donc je ne sais pas les dissensions internes qui ont fait qu'on n'a pas vu les maires, on n'a pas vu les personnalités des FCBE faire campagne pour leur duo. Est-ce que les querelles qui ont sous-tendu la désignation de ce duo, est-ce que ces querelles n'ont pas pris par là? Bon, je ne sais pas, je ne suis pas... Il y a eu des militants qui ont été mis sous sanction. Oui, donc ça peut expliquer que l'armada de cette formation politique ne soit pas déployée pour faire campagne, pour véritablement organiser des meetings, etc. Et ça se ressent dans leur score parce qu'ils ont eu à peu près le même score qu'au communal et municipal de 2020. Maintenant, le duo Kohwe-Agossa, bon, c'est un duo qui est sorti de sa formation politique de base et donc au moment où ils sortaient de cette formation de base, ils n'ont pas le temps matériel pour avoir des militants un peu partout dans le pays. Or, une campagne présidentielle, c'est des cellules, c'est des coordinations qu'il faut déployer dans tout le pays. Donc sans ça, la campagne médiatique ne suffit pas vraiment pour déchaîner les foules et avoir un score acceptable. Donc ça se ressent aussi dans ce score-là. Et je pense que ça résume la qualité de la représentativité au niveau de cette présidentielle, où il y a une surreprésentation au niveau des FCBE, du duo Talon-Talata, soutenu par 5 formations politiques, dont 2 grandes formations, UP et BR, et FCBE, qui aurait pu avoir un dispositif, un maillage territorial plus vaste, mais certainement à cause des dissensions internes et peut-être des problèmes de ressources financières. Et le troisième duo qui vraiment, ça démontre que en ce moment même où on parle de réforme du système partisan, il ne faut pas sortir de nulle part pour se présenter à la présidentielle parce que leur score, c'est vraiment le minimum qu'on puisse avoir
on avait les 1% quand il y avait 16, 17, 20 candidats. Et donc, eux, ils sont vraiment restés très bas. Donc, je pense que ce score-là montre la nécessité d'aller jusqu'au bout de la réforme du système partisan, mais dans une méthodologie différente où il faut rassembler les parties prenantes, il faut écouter les uns et les autres, parce que il y a des réformes que le gouvernement peut se lever et faire tout seul, mais il y a d'autres réformes qui engagent toute la classe politique, et pour ces réformes, il faut davantage dialoguer, discuter, dialoguer, même si c'est le gouvernement qui va, il lui reviendra le dernier mot. D'accord. Alors, Joël Lataï-Guédabé, qu'est-ce qui explique cette distorsion assez élevée des scores? On a quand même encore en mémoire 2016. Les 3 candidats qui sont venus en tête, ça s'est joué donc sur, voilà, comme dans une cabine, hein, pour ne pas le dire ainsi. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? On a vu qu'un candidat 86%, l'autre 11%, et puis à la limite un score un peu rigolo, 2%. J'ai envie de commencer par le score rigolo, entre guillemets. J'épouse ce que Franck Kenevor a dit tout à l'heure. On ne peut plus sortir de nulle part réellement et surprendre, ou en tout cas s'imposer. Mais ils ont été plus qu'honorables avec ce score-là. Ils auraient dû être au niveau des aventuriers des élections précédentes. Et c'est là que c'est surprenant. Est-ce que c'est un vote d'adhésion, vraiment, ou bien est-ce que c'est par la répartition hasardeuse bon, je ne vais pas dire qu'il y a eu que bourrage d'urne, mais parce qu'on a parfois bourré au profit même de tous les candidats. Il y a eu parfois une équité. Non, je ne veux pas dire ça. Mais l'électeur lui-même, a-t-il choisi en connaissance de cause? Est-ce qu'il n'a pas choisi par hasard le premier venu? Le vote par dépit, vous dites? Non, par dépit même. Bon, on ne choisit pas. Mais là, il y a un choix quand même. Et la question de savoir si c'est un choix d'adhésion. Si c'est un choix d'adhésion, c'est un beau score pour eux. Mais si c'est le résultat d'un vote hasardeux, bon, il ne faut pas qu'ils se fassent d'illusions. Le défaut des candidats au sortir des présidentielles au Bénin est de ne pas savoir construire sur les scores qu'ils ont eus. Et les régions où ils ont fait les meilleurs scores, enfin, on n'a pas tout ça à portée de main. Et même pour le président Talon qui reprend du service, il s'agit de voir où est-ce qu'il y a des choses à corriger. Et on a déjà eu les violences à Savecha-ou et autres, là. C'est très net qu'il y a un traitement spécifique à avoir. Il faut d'ailleurs le féliciter pour le temps qui est le sien, qui a été le sien depuis son vote, la visite aux militaires blessés. Et je crois que nous devons avoir suffisamment d'éléments d'apaisement pour pouvoir nous entendre, nous parler, parce que même les guerres les plus féroces sont terminées autour d'une table. Autant ne pas perdre du temps dans le cas de notre pays. Et quand j'en viens au FCBE, définitivement, je crois que les querelles internes n'ont pas aidé à avoir un score plus au-delà de ce qu'ils ont fait il y a un an pour les communales. C'est peut-être à leur honneur, et ça démontre que des structures en place favorisent donc des performances. Et on en vient au score du vainqueur, qui ne saurait du tout étonner en raison du positionnement des partis qui le soutiennent, qui ont déjà pied dans le dispositif depuis 2019. Et c'est là qu'il faut regretter les tergiversations, les vexations, en tout tout ce qui a conduit à la situation de 2019, qui déteint maintenant sur, ou qui a fini par déterminer, malheureusement, pour certains, l'issue de 2021. Alors, est-ce que c'est suffisant pour le président Talon? Peut-être qu'il aurait voulu plus, peut-être que par endroit, il y a eu des contre-performances également. Il ne faut pas que le score de 86% soit trompeur. Sur le voile qui couvre... Oui, peut-être des régressions par endroit et montre que ceux qui l'entourent n'ont pas su forcément le représenter valablement. Ou alors qu'il y a aussi des malentendus dans certaines zones. Donc c'est
Et la tête froide que tout ça se décante et s'analyse pour un nouveau départ, pour un deuxième nouveau départ, je devrais dire. Alors, Franck Kenevo, quel est le message fondamental que le peuple béninois, soit en s'abstenant d'aller voter, soit en allant voter massivement pour le duo Talon Talata et en reléguant au second rang les deux duos qui sont à la remorque, quel est ce message fondamental que ce peuple-là envoie à toute la classe politique aujourd'hui au Bénin? Alors, je pense qu'on peut retenir deux messages parce qu'il y a deux tendances dominantes. La première tendance, c'est les partisans du président Talon qui lui ont renouvelé leur confiance par rapport à toutes les réformes qui sont en cours, à toutes les réalisations que le gouvernement a pu faire au niveau du premier quinquennat. Ça, c'est un encouragement. Ça veut dire qu'une partie non négligeable des Béninois soutient donc ces réformes-là. Mais voilà qu'il y a une autre partie qui pense que ces réformes-là, peut-être qu'ils sont d'accord sur le diagnostic, peut-être qu'ils veulent que les réformes puissent avoir les mêmes résultats aussi bien pour la mouvance que pour l'opposition. Dans tous les cas, il y a un message, un appel à une révision de la réforme qu'on ne peut pas ignorer. Dans tous les cas, je pense que l'opposition, à mon humble avis, aurait pu rentrer dans la danse. Moi, je pense que les leaders de l'opposition, comme les démocrates et autres, auraient pu, dans une logique d'aller jusqu'au bout, auraient pu appeler à voter pour l'un des deux duos, en dehors du duo Talon Talata, pour qu'on puisse apprécier, au lieu de boycotter le scrutin, au lieu de si tant est que Talon est leur problème, ils auraient pu demander à leurs militants de reporter leur voix sur l'un des deux duos, pourquoi pas sur les deux transfuges de cette formation politique, qui n'ont pas d'ailleurs exclu de leur rang. Donc je pense que, pour conclure, on peut reconnaître qu'il y a une partie des Béninois qui soutient les réformes et il y a une autre partie qui, peut-être, le message n'est pas totalement clair, n'est pas pour les réformes ou souhaite que ces réformes soient plus participatives et inclusives. Très bien. Alors, Joël Lataï Kedagwe, le scrutin probablement est derrière nous. On attend encore les résultats définitifs de la Cour. Si on suppose que le duo Talon-Talata n'arrivait donc à être confirmé comme donc le duo vainqueur de ce scrutin, quelles sont, selon vous, les urgences, au vu donc du contexte chrysogène un peu au Bénin actuellement, qui attendent ces défis-là, qui attendent bien sûr le duo vainqueur? Rien, au grand jamais, ne devrait empêcher l'effort de réconciliation. Nous sommes tous fils du même pays et si certains ont fauté, qu'ils soient soumis à la rigueur de la loi et que éventuellement le pardon s'exerce et plus tard, parce qu'il n'est pas question de jeter les enfants d'un pays à la mer. Donc chacun doit pouvoir faire l'effort de reconnaître ses torts, chemin faisant. Ça facilite le dialogue responsable et l'esquisse de solutions qui engagent un peu tout le monde sur la durée. On a beaucoup parlé de conférences nationales, les gens se sont fait des concessions, ont appris à se connaître, à se tolérer, et ils sont en train de partir. C'est tout ça qui fait que le trésor ou voilà, tout ce qu'on a pompeusement appelé les acquis de la conférence nationale sont en train de s'éroder, de partir. Donc, au fond, il n'y a jamais d'acquis. Nous sommes condamnés à renouveler chaque fois le contrat du vivre ensemble et imaginer la meilleure façon possible de le faire. Et la démocratie représentative peut être brutale dans sa mise en œuvre parce que certains, imbus du pouvoir représentatif, le transforment en pouvoir absolu. Certains, imbus de la majorité qu'ils ont, et voudraient ne plus sentir de minorité, encore moins de différence auprès d'eux. Nous devons faire l'effort de réapprendre tout ça
et de nous investir pour que le civisme soit une valeur fondamentale dans notre pays. Et nous avons eu le temps d'observer que le civisme a largement déserté le forum. Et si tant est que l'argent qui corrompait, qui achetait les consciences pendant les périodes électorales, a pu régresser, si tant est que le financement public des partis apporte une solution partielle à la question de la corruption électorale ou du monopole de quelques-uns, bon, nous aurions fait des avancées à la faveur de la réforme du système partisan, mais il faut le creuser, il faut faire une pause, l'évaluer et non se gargariser d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel. Il faut qu'on évolue, effectivement. Et il y a eu des laissés pour compte du nouveau départ, sinon des 5 ans qui viennent de s'écouler. On ne peut pas faire abstraction de ceux qui ont été licenciés dans les entreprises d'État, comme la Sonacop, comme la Sonapra, l'ONS et autres. D'autres ont été repris. Et il y a peut-être une part de mécontentement, de frustration chez ceux-là. Évidemment, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs, mais c'est des humains, c'est des chefs de famille, ou en tout cas, c'est des gens qui ont une responsabilité par rapport à leur famille. Et donc, nous devons également avoir une attention en forme de solidarité, de réorientation vers des activités qui soient mieux rémunératrices pour les uns et les autres. Le président Talon, pendant sa campagne, a fait quelques propositions assez intéressantes en matière de changement d'orientation dans la forme d'éducation, pour ne pas dire d'enseignement chez nous. Et il y a d'autres propositions plus ou moins audacieuses. Et le moment venu, le plus important est de s'assurer que ce soit bien compris et que la base qui porte ces réformes soit la plus large possible. Et chemin faisant, je crois que l'histoire rendra raison à chacun d'avoir apporté le meilleur de lui-même et non de s'installer dans une posture de guérilla qui ne nous élève pas, mais qui nous rend ridicules et nous affaiblit définitivement. Très bien. Alors, Franck Kanevor, habituellement, lorsqu'on sort d'une élection marquée par des mouvements de protestation, des crises comme ce que nous avons vécu ces derniers jours au Bénin, habituellement, les chefs d'État élus optent pour la formation de gouvernement d'union nationale. Est-ce que vous voyez Patrice Talon dans une telle démarche, après peut-être sa prestation de serment? Bon, je pense que aller à un gouvernement d'union nationale, ça peut être une thérapie pour ne pas prendre en compte et en détail les problèmes que soulève la présidentielle du 11 avril dernier. Mais ce n'est pas mauvais d'ouvrir le gouvernement aux forces de l'opposition, quand bien même dans une vraie démocratie, on a besoin d'opposition, on a besoin de partis politiques d'opposants. Mais ce que je pense fondamentalement, c'est que dans un premier temps, au-delà d'un gouvernement d'ouverture qui relève du choix du président de la République, je pense qu'il faut un travail d'apaisement. Un travail d'apaisement parce que le résultat de la réforme du système partisan qui perturbe un peu cette réforme, quand bien même elle est porteuse d'une amélioration du paysage politique, c'est que c'est les forces de l'opposition qui ne se retrouvent pas, qui ne sont pas qualifiées pour aller au vote. Et donc, à partir de ce moment, si cette réforme doit être durable, il faut qu'elle profite aussi à la vraie opposition, parce que, justement, la finalité doit être des partis politiques forts, mais qui ne sont pas forcément en phase avec le pouvoir en place. Et c'est là l'intérêt de cette réforme, où on n'a plus besoin d'être avec le pouvoir en place pour être un parti politique fort. On a le financement de l'État, on a l'obligation d'être représenté à l'échelle du pays. Et donc, si les forces qui se réclament de l'opposition ne se retrouvent pas dans cette réforme, il faut
probablement les écouter et comprendre et savoir comment dimensionner cette réforme pour que eux aussi ils puissent se retrouver. L'autre chose, c'est, je l'ai dit un peu au début, c'est vraiment prendre le temps de revoir, de travailler sur la mentalité de chacun de nous pour que le vivre ensemble dont le doyen Gedegbe parlait tout à l'heure soit vraiment, ne soit pas subi par une partie de la population, mais que ce soit le fruit, l'émanation de l'aspiration de nous tous. De sorte que, véritablement, en dehors des périodes électorales, on n'a pas ce problème. Il y a des baribas qui sont mariés à des fonds. Il y a des nagos qui sont mariés à des goons. On se retrouve, tout va bien. Mais dès lors que la question politique entre en jeu, on sent qu'il y a une division qui se met en place. Donc il faut traiter ces questions-là de façon calme et sereine pour que notre nation soit plus forte et qu'on ne revive plus ces situations-là. Je me rappelle, au temps du président Yahi, on disait que les prisons étaient remplies des leaders politiques d'une région donnée. Au temps du président Talon, on dit l'inverse. Alors, il ne faut pas que l'opposition soit liée à une région. Il faut que l'opposition soit liée à des idées. Et que notre système démocratique laisse la place à toute expression dans la mesure où la loi le permet. Très bien. Nous allons donc boucler cette émission en 1 minute maximum chacun de vous. Qui voyez-vous déjà dans ce premier gouvernement de Talon Talata? Voilà, le président Talon repart comme chef du gouvernement. Maintenant, le ministre d'État Biachane, qui a dirigé la campagne de Maître, devrait continuer à tenir son rôle. Donc il y a quelques ministres clés qui ne vont pas bouger. Il ne faut pas se faire d'illusions. J'ose croire que le président Talon, qui a fait l'expérience inédite, en tout cas assez innovante, de présenter un duo mixte, et en tiendra compte aussi au niveau du gouvernement pour que les femmes soient davantage représentées. L'approche genre. Et pas que pour les femmes, même les jeunes aussi. Et je voudrais souhaiter que la nation béninoise aide à travers le gouvernement, à travers sa politique pour les handicapés, et un regard plus soutenu pour ceux-là, comme pour les enseignants qui tendent vers la clochardisation. On peut encore faire mieux pour les sécuriser, les motiver. Je crois que la qualité de notre enseignement dépendra de l'attention qu'on continuera d'avoir pour eux. Merci. Franck? Oui, enfin, le doyen a pris une partie de mes éléments, mais je pense qu'il y a des ténors qui vont rester, comme Biachane, le ministre d'État à la présidence aussi, Pascal Irénée Koupake, qui sont des hommes de confiance du président de la République. Il y a aussi des ministres clés, hein. Je ne sais pas si je peux citer de noms, rapidement. Mais il y a par exemple le ministre des Finances qui a fait du bon travail et qui est... enfin, si on regarde le projet de société du candidat, on peut retrouver un certain nombre de ministres qui vont rester, mais je pense qu'il y aura l'équilibre interrégional, il y aura beaucoup plus de femmes cette fois-ci, beaucoup plus de jeunes et aussi beaucoup plus de techniciens comme le président a l'habitude de le faire. Et il y aura peut-être une orientation sociale, il y aura, je le souhaite vraiment, une orientation plus forte par rapport à la décentralisation, au développement régional et enfin une orientation vers l'entrepreneuriat, la création de la richesse, l'industrialisation pour que le Bénin puisse, dans la dynamique de ce qui a été fait au premier quinquennat, les différentes crises
n'ont pas permis d'apprécier dans le fond le travail qui a été fait par le président sortant, mais je pense que sur le plan économique, il y a des bases qui sont en place et qu'on peut utiliser pour dynamiser un secteur privé capable. Aujourd'hui, c'est l'État qui est le premier employeur du pays. Très bien. Il faut que le secteur privé puisse inverser cette tendance. Très bien. Alors, est-ce que vous avez évité voilà, de me dire quels sont les départs que vous entrevoyez dans ce gouvernement? Je vous aurais donc compris. Merci à chacun de vous. Franck Kenevor, expert en décentralisation, spécialiste de la communication politique. Joël Lataï Gedegbe, expert en gouvernance, membre de la plateforme électorale des OSC du Bénin. Merci à chacun de vous d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de cette émission spéciale. On se retrouve très prochainement. À très vite.